Il y a 3 mois, cette scène était inimaginable au Venezuela. Des familles de prisonniers politiques campent devant la Zona Siete, une des prisons les plus redoutées du pays. À l'intérieur sont enfermés ceux que le régime accuse de terrorisme. La manifestation de ces femmes aurait dû être brutalement réprimée. Mais quelque chose a changé dans le pays. Bienvenue dans le monde libre, monsieur Talavera. Victoire, on va tous sortir d'ici. José Luis Talavera, Zulma Lasada et sa fille Jean-Marie, Richard Batista. Ils reviennent d'un enfer carcéral. Putain, que c'est bon de vous serrer dans les bras. Ils viennent de libérer mon papa. Son père, José Luis Subero, a perdu une quinzaine de kilos en 62 jours de détention. Il était accusé de trahison à la patrie. Comme lui, des centaines de Vénézuéliens ont été raflés, pour l'exemple, alors que le régime était en pleine escalade militaire avec Washington. Pendant 13 ans, Nicolás Maduro a exercé une répression aveugle pour s'accrocher au pouvoir au nom de la révolution socialiste dont il est l'héritier. Sa capture par les forces spéciales américaines a soudainement fait sauter un verrou. Au Venezuela, une parole longtemps étouffée commence à se libérer. Dans sa prison de New York, ce que vit Maduro n'est rien par rapport à ce qu'il a fait subir à tous les Vénézuéliens qui ont été arrêtés par son gouvernement. Je ne veux pas de vengeance, non. Je veux la justice. L'aspiration démocratique est immense au Venezuela. Beaucoup pensent que Washington est venu mettre fin au régime. Mais très vite, une autre réalité apparaît. Les États-Unis choisissent de placer l'ancienne vice-présidente de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, au pouvoir, car leur priorité est ailleurs. Donald Trump lorgne sur l'or noir du Venezuela. Le deal qu'il propose est simple. Le régime reste en place à condition qu'il ouvre ses immenses champs de pétrole aux multinationales américaines. La vice-présidente, Delcy Rodríguez, négocie la survie de la révolution et pour donner un gage politique, elle proclame une loi d'amnistie. Depuis le 8 janvier, plus de 600 prisonniers politiques ont été libérés. Ils vont tous sortir très bientôt. Mais 500 sont toujours incarcérés. On ne bougera pas d'ici. Fanny Lozada fait le tour des prisons du régime à la recherche de sa fille. Alianis, 31 ans, était une commerçante sans histoire. Au mauvais moment, au mauvais endroit, elle a disparu après avoir été arrêtée par la police. Cela fait 6 mois que je suis sans nouvelles de ma fille. Je ne sais pas où elle se trouve. Ma fille est en vie. Je le sens dans mon cœur de mère. Ma fille est en vie. La vie de la famille de Fanny a basculé le 7 août 2025. En direct à la télévision d'État, le ministre de l'Intérieur annonce le démantèlement d'un prétendu réseau terroriste. Mettre en scène ces arrestations, c'est sa méthode pour terroriser la population. Ces groupes conspiraient contre l'État. Regardez comme c'est impressionnant, cette quantité d'armes et d'explosifs. Mais c'est n'importe quoi. Sans preuve, Alianis est accusé. Cette femme a pour pseudo la Negra. Elle s'appelle Adriana... Non,
Alia Alianis. Je ne peux pas écouter cet homme une seconde de plus. La répression s'abat sur la famille. Ordre est donné de les arrêter tous, y compris les petits-enfants de Fanny, Moïse, 15 ans, et Angel, 10 ans. C'est moi qui ai livré mes petits-enfants. Et j'ai livré Moïse, l'aîné de mes petits-enfants. Moïse a vécu un calvaire pendant ses 12 jours de détention. Ses geôliers l'ont torturé pour obtenir de faux aveux et accuser sa mère. Ils ont mis un sac plastique sur ma tête qui avait un gaz qui sentait très mauvais. C'était irrespirable. Ils m'ont envoyé des chocs électriques, ce qui me forçait à ouvrir la bouche pour respirer. Mais dès que j'essayais de respirer, j'étais asphyxié par le gaz et le sac plastique. Au moment où j'étais à bout, ils ont déchiré le sac. J'étais sur le ventre et ils m'enfonçaient leurs genoux dans le dos. C'est si douloureux. Jamais je n'aurais imaginé que mon petit était passé par tout ça. Mon chéri, tu as gardé tout ça pour toi sans rien raconter de ces détails. Je ne savais pas. Mon garçon, je suis tellement désolée de ne pas avoir été à tes côtés à ces moments-là. Maintenant, on va attendre ta maman. Elle va revenir très vite. Dieu va nous accorder ce miracle. Allez, ne pleure plus, tu verras. Très vite, ces moments ne seront plus qu'un mauvais rêve. Les Nations Unies accusent les forces de sécurité vénézuéliennes de crimes contre l'humanité. Détentions arbitraires, tortures, violences sexuelles. Pour la première fois, Fanny n'a plus peur de montrer son visage, ni d'exposer sa famille aux représailles du régime. Elle a décidé de porter son combat devant la justice avec l'aide de l'ONG Foro Penal. Derrière son histoire, c'est tout un pays qui brise le silence. Des années de terreur font surface, révélant peu à peu l'ampleur de la répression. En seulement 2 mois, ses avocats ont reçu plus de 1100 familles dans leur bureau. Ils ont livré ma fille au service de renseignement militaire. Pour eux, Alianis a été victime d'une arrestation arbitraire. Dans votre cas, les policiers cherchent à impressionner leur hiérarchie en accusant votre fille sans aucune preuve. Ils veulent s'attribuer le mérite d'avoir atteint un objectif auprès d'une personnalité politique. Nous avons d'innombrables cas, créés de toutes pièces, dans lesquels ils utilisent n'importe quelle excuse pour faire croire au gouvernement qu'il existe un risque important de préjudice contre l'État. Notre devise, c'est « Il n'y a pas de pire punition pour un prisonnier politique que l'oubli ». C'est pour cela qu'il faut donner plus de visibilité à ces affaires. Ce qui n'est pas documenté n'existe pas. Ce dossier est le seul espoir de Fanny pour obtenir une preuve de vie de sa fille. La faire reconnaître comme une détenue politique et la faire libérer. Sa quête de justice est à peine croyable au Venezuela.
Car cette promesse d'amnistie ressemble davantage à un geste envers Washington qu'à une véritable démocratisation du pays. Les révolutionnaires tiennent toujours Caracas. Ils ont fait afficher ces gigantesques portraits de Nicolás Maduro et de sa femme pour réclamer leur libération. La capitale reste sous l'influence de leurs milices, les colectivos. Avant la capture de Nicolás Maduro, ces militants s'affichaient en armes sur les réseaux sociaux. Nous avions rencontré le commandant du collectivo Résistance et Rébellion, l'un des plus importants du pays. Poutine, le président Maduro, voilà les défenseurs de la liberté, les précurseurs de la vraie démocratie. 3 mois après la capture de Nicolás Maduro, le commandant Jorge Navas est toujours en poste. Il balaye d'un revers de main ces accusations de torture. Je n'ai pas la connaissance de cas de torture dans nos prisons. Qu'est-ce qu'on essaie de vous faire croire? Que notre gouvernement viole les droits humains? Qu'il torture? Ce n'est que le narratif des impérialistes et de leurs sbires. Dans quel but? Pour nous disqualifier. Le commandant Navas est de la ligne dure du parti. Il est farouchement anti-américain. Devant notre caméra, il provoque Donald Trump. N'oubliez pas que le président des États-Unis est un pédophile à moitié fou. Il dit quelque chose le matin et une autre chose l'après-midi. Monsieur Trump a dit qu'il voulait transformer notre pays en un Irak, un Afghanistan ou une Libye, mais il n'a pas pu. Ici, ce sont les révolutionnaires qui gouvernent. Nous sommes les garants de la paix et de manière hypocrite, les États-Unis ont fini par le reconnaître. Le commandant Navas aurait sous ses ordres des milliers de miliciens prêts à mourir pour défendre leur révolution. Au lendemain de la capture de Nicolás Maduro, nous les avions filmés, lourdement armés dans les rues de la capitale. Les États-Unis ont alors choisi de soutenir le gouvernement révolutionnaire à condition qu'ils tiennent ces miliciens. Depuis, les membres des collectivos refusent d'être filmés. Après de longues négociations, Luigi a accepté notre caméra. Ce jeune lieutenant applique les nouvelles consignes du parti. On doit faire profil bas. Nous avons mené une lutte armée. Mais nous avons compris que ce n'était pas la voie à suivre quand on lutte contre une grande puissance. Nous ne devons plus nous afficher avec nos armes, car il faut bien montrer que nous ne voulons d'aucune manière intimider le peuple. Les missions de cette brigade ressemblent bel et bien à celles d'une police politique. Bon les gars, aujourd'hui, on va dans une manifestation. On va s'y infiltrer pour faire un travail de contre-espionnage. Et, bien sûr, comme toujours, en maintenant la paix et la tranquillité. Aujourd'hui, vous devez avoir une loyauté absolue, une loyauté inébranlable. Sans armes, ni uniforme, Luigi et ses hommes se fondent dans les cortèges. Le gouvernement organise chaque semaine ces grands rassemblements. Les manifestants réclament la libération de Nicolás Maduro et de sa femme, chacun à sa manière. Ces portraits de la présidente par intérim Delcy Rodríguez ont été distribués à la foule. Elle était la numéro 2 du régime. Aujourd'hui, c'est elle qui négocie avec Donald Trump. Nous soutenons fermement et en toute confiance la présidente Delcy Rodríguez. Elle dirige notre patrie avec courage, détermination et intelligence dans ces moments si complexes et difficiles. Vive Nicolás Maduro! La première mesure de Delcy Rodríguez a été de faire voter une loi pour faciliter le retour au Venezuela des compagnies pétrolières nord-américaines.
L'impérialisme américain a remis ses griffes sur notre pays. Les États-Unis sont comme un vampire qui a besoin de sucer du sang, en l'occurrence du pétrole. Ils cherchent par tous les moyens de s'emparer du pétrole du Venezuela et des autres pays. Le pétrole, c'est la raison de l'ingérence américaine au Venezuela. Pourtant, cette industrie est en ruine. À Maracaibo, à l'ouest du pays, il n'en reste que ses vestiges monumentaux. C'est cette région qui est tant convoitée par Donald Trump. Sous ce lac dorment les plus grandes réserves du pays. L'effondrement de cette industrie a provoqué le chaos sur ces rives. Les populations locales ont construit leurs maisons dans les champs pétrolifères, jusqu'à avoir des puits dans leurs jardins. Encore une situation intéressante. Rafael Zambrano est chargé par un syndicat de travailleurs du pétrole de faire l'inventaire de ces situations explosives. Un puits de pétrole contient beaucoup de gaz. Et quand on l'extrait, ce gaz très léger peut s'échapper et à tout moment, il peut provoquer une explosion qui affecterait les personnes qui se trouvent à proximité. Ce puits a plus de 100 ans et il continue à produire. Ça donne une idée de l'immensité de ce gisement. Nous avons plus de pétrole que l'Arabie Saoudite. Les plus grandes réserves de pétrole au monde se trouvent ici, au Venezuela. Ce sous-sol renferme près d'un cinquième des réserves mondiales de brut. Dans les années 90, cette industrie a connu son âge d'or. Une production de plus de 3 millions de barils par jour. Cette gigantesque manne financière avait fait du Venezuela le pays le plus riche d'Amérique latine. Les révolutionnaires sont arrivés au pouvoir avec la promesse de financer de grandes politiques sociales avec l'argent du pétrole. En 2002, ils ont pris le contrôle de l'industrie, mais leur gestion a provoqué son effondrement. La production de pétrole a chuté jusqu'à être divisée par 3. Le Venezuela est devenu l'un des pays les plus pauvres et les plus corrompus de la région. La véritable force d'un système démocratique réside dans la répartition équitable des richesses du pays. Et c'est là que nous avons échoué. Si notre pays avait été un minimum bien géré, nous serions riches comme un émirat. Les révolutionnaires accusent Washington d'avoir fait sombrer le pays en lui imposant des sanctions économiques drastiques. Rafael Zambrano, lui, accuse les leaders socialistes d'en être responsables. Depuis 26 ans, il est en première ligne des combats syndicaux contre les révolutionnaires. Ce n'est pas à cause des sanctions des États-Unis que nous sommes dans une mauvaise situation. La destruction du Venezuela est le résultat d'un plan orchestré par la Révolution pour s'emparer de l'industrie pétrolière afin de la mettre au service de leur idéologie politique. À la fin des années 90, les multinationales étrangères ont perdu leur investissement quand les révolutionnaires ont pris le pouvoir. Il faut qu'on leur redonne de la sécurité pour qu'elles puissent investir sans risquer de les mettre à nouveau dos au mur. Washington a levé les sanctions sur le pétrole vénézuélien. Déjà, le balai des supertankers a repris. 2 milliards de dollars de contrats ont été signés avec Caracas. Mais dans la ligne dure du Parti révolutionnaire, ces concessions sont vues avec mépris. Allez-y, amenez l'argent. Notre industrie s'est effondrée à cause des États-Unis. Ils nous ont volés, ils ont sanctionné notre pétrole. Avec leur argent, nous allons reconstruire notre pays. Ces nouveaux investissements vont mettre 10 ans à porter leurs fruits. 10 ans. Et Trump sera parti dans 3 ans. On verra bien ce qui se passera dans le futur, mais en attendant, venez, votre argent est le bienvenu. Des menaces à peine voilées d'exproprier à nouveau les multinationales nord-américaines. Ce 3 février, pour la première fois depuis des années,
les étudiants de l'université de Caracas organisent une manifestation d'opposition. Ils ont invité Fanny et les femmes de prisonniers politiques. Faites qu'apparaisse Alianis! Faites qu'apparaisse Alianis! Ma fille n'est toujours pas réapparue. Je ne sais toujours pas si elle est vivante. Une tribune leur est offerte. Ma fille a 3 enfants. Tous ont été détenus. Le plus jeune a 10 ans et l'aîné de 15 ans a été torturé. Je n'ai aucune preuve de vie de ma fille, mais eux savent où elle se trouve. Aidez-moi, je vous en supplie. L'émotion est trop forte. Fanny perd connaissance. Poussez-vous, faites de la place. Cette scène, captée par des dizaines de caméras, est virale sur les réseaux sociaux. L'histoire de Fanny sort de l'ombre. Médiatiser ces familles pour faire pression sur le gouvernement, c'est la stratégie du leader étudiant, Miguel Ángel Suárez. Fin janvier, sur le campus de son université, il a osé défier l'autorité suprême du pays. La présidente par intérim, Delcy Rodríguez en personne. Il faut mettre un terme au calvaire que vivent les familles des prisonniers politiques devant les prisons. Descends d'ici, on va parler. Les politiciens doivent être tenus responsables de leurs actes. Leur manipulation, c'est fini. Elles ont coûté trop cher à notre pays. C'est à cause d'eux qu'on a eu une agression militaire. Ça suffit. Tu soutiens l'agression militaire? Non! Ce que je dis, c'est que le Venezuela doit libérer ses prisonniers politiques. Il faut franchir le pas et les libérer. Ça suffit. Nous avons la liste des prisonniers politiques. Attendez, les mères de ces détenus attendent devant les centres de rétention. Il y a 3 mois, cette scène l'aurait mené droit en prison. Mais aujourd'hui, il n'a plus peur. Il veut forcer la démocratisation du pays en défiant le pouvoir. Vous avez devant vous l'exemple des souffrances que l'État inflige à ses familles. Ça fait plus d'1 mois que Fanny campe devant la prison de la Zona 7 afin d'obtenir des nouvelles de sa fille. Le gouvernement doit être tenu pour responsable car c'est lui qui a le pouvoir de libérer les proches de ses familles. Fanny est de retour devant la prison de la Zona 7. Il est 3 heures du matin quand la nouvelle tombe. On vient de m'appeler pour me dire que ma fille Alianis est ici, dans la Zona 7. J'ai besoin de la voir. Ça fait 6 mois qu'elle a disparu. Ils l'ont transférée ici. Ils l'ont transférée ici. Vous imaginez? Je suis tellement émue. Mon cœur va sortir de ma poitrine. Mon Dieu, merci. Merci. Pour Fanny, savoir que sa fille est en vie est déjà une victoire. À ce jour, elle n'a toujours pas pu lui rendre visite. Face à un pouvoir qui négocie sa survie avec les États-Unis, la société civile se réveille avec un espoir. Pouvoir un jour reprendre en main son destin démocratique.